L'échiquier international, merci d'être des nôtres. Guerre contre l'Iran, Trump, le président américain, repousse son ultimatum de 24 heures jusqu'à demain 20 h heure de Washington au sujet du contrôle de Téhéran sur le détroit d'Ormuz. Ce n'est pas une première fois que les menaces de Trump soient décalées. D'ailleurs, à force, est-ce que le président américain ne se serait pas en quelque sorte piégé avec ses ultimatums à répétition? C'est une vraie question qu'on traitera ce soir. Cela illustre en tout cas l'équation iranienne pour Trump qui se complexifie au jour le jour. D'un autre côté, les bombardements américano-sionistes ont visé le complexe iranien de pétrochimie de South Pars à Aslouye. Plus tôt dans la journée, on a appris également le décès du commandant général Majid Khadimi, le chef de l'organisation du renseignement des corps des gardiens de la révolution islamique. L'Iran pourrait donc garder secrète la nomination de son remplaçant d'ici les prochains jours. En tout cas, des bombardements de part et d'autre qui risquent encore d'allonger le temps de la guerre. L'Iran, jusqu'où l'escalade? À tout de suite pour en parler. La guerre contre l'Iran et ses conséquences à différents niveaux. Pour en parler aujourd'hui, nous recevons avec un grand plaisir Olivier Berruyer. Bonsoir. Bonsoir. Écrivain, financier, fondateur du site d'information Élucide. Merci d'avoir répondu présent, Olivier. Merci de votre invitation. Alors Olivier, on l'a dit, Trump repousse encore une fois son ultimatum pour le contrôle du détroit d'Ormuz. Il parle de déchaîner les enfers sur l'Iran au cas échéant. Petit rappel chronologique quand même à propos des menaces de Trump contre l'Iran. En effet, Trump n'arrête pas de menacer l'Iran ces dernières semaines. Alors, le 21 mars, l'ultimatum était de 48 heures. Le 23 mars, il était prolongé de 5 jours. Le 26 mars, il est cette fois Trump plus généreux. Cela est prolongé à 10 jours. Le 4 avril, il revient un petit 48 heures. Et bien aujourd'hui, l'Iran à 24 heures, c'est-à-dire jusqu'à demain 20 h heure de Washington. À chaque fois, Trump tense, insinue, insulte et puis il repousse l'échéance. Un fondateur en négociation professionnelle dirait que c'est un jeu dangereux pour donner l'illusion de contrôler la situation. À quoi joue Trump, Olivier ? Il joue à essayer de se sortir de cette grave situation dans laquelle il s'est mis tout seul avec son allié israélien, j'ai envie de dire. La difficulté, c'est qu'il a lancé une guerre en se disant que le gouvernement iranien allait tomber en quelques heures, quelques jours. C'est évidemment pas du tout ce qui se passe. Et partant de là, eh bien, il est coincé parce que ce que fait Trump, en général, dans ce cas-là, c'est au mieux d'essayer de faire un deal, puisque c'est sa marque de fabrique. Mais simplement, lui, ce qu'il sait faire, c'est des deals économiques. Un deal qui va dépasser la simple notion politique, la simple notion économique pour aller plus large sur le politique, ça, il ne sait pas faire. Et dans le pire des cas, évidemment, sa tentation serait de dire « Bon, j'ai gagné, je m'en vais, merci, au revoir ». La difficulté, c'est qu'il a en face de lui un adversaire qui est non seulement coriace, mais en tout cas qui est bien déterminé à ne pas se laisser faire. Ce qui change Trump de son quotidien, qui est plutôt d'aller négocier avec des dirigeants européens qui sont quand même beaucoup plus proches de la serpillière que du général de Gaulle. Donc, d'habitude, on lui cède très facilement. Ça s'est passé évidemment plein de fois. Depuis qu'il est président, les dirigeants européens se cèdent, acceptent de se faire rançonner économiquement, d'avoir des droits de douane, d'ouvrir leur marché, etc., etc. Mais quid quand vous avez un adversaire qui est en train de vous dire évidemment, vu ce que vous avez fait, et je suis assez stupéfait de voir que ça fait quand même plus d'un mois maintenant qu'on a ce petit jeu qui se passe avec les négociations qui n'ont existé a priori que dans la tête de Donald Trump, parce qu'il faut vraiment être, je dirais, sociopathe ou extrêmement... On va en parler de cet aspect-là, Olivier. Justement, oui. L'Iran n'a jamais demandé cette guerre, c'est un secret pour personne, il a été attaqué, il y a eu les ripostes. On se souvient qu'en plus, les Iraniens à Genève, en février, avaient accepté certaines concessions et qu'on était à quelques semaines d'un accord. C'est en tout cas ce qu'a révélé les médiateurs omanais. Même des diplomates anglais en avaient parlé. Les Américains n'ont rien trouvé de mieux que dépêcher deux manias de l'immobilier
pour camper le rôle des négociateurs, à savoir Kushner et Witkoff, quand les Iraniens, eux, se sont présentés avec de vrais techniciens scientifiques, car les centrales nucléaires étaient une thématique importante dans les discussions. D'après le Guardian de l'époque, en tout cas, c'est ce qu'on révèle. Donc, on voit d'emblée que les Américains n'ont jamais réellement voulu négocier. Oui, bah, c'est évident, vous envoyez des négociateurs incompétents, sans assistance technique. Bon, ça ne montre pas que vous voulez vraiment arriver à un accord hein, sur le nucléaire, qui semble n'avoir été d'ailleurs qu'un paravent depuis le début, puisque accord sur le nucléaire, il y en avait un qui était relativement efficace, qu'Obama avait signé. La première chose qu'a fait Donald Trump en arrivant, en étant président en 2017-2018, ça a été de s'en retirer. Donc on voit très bien que le nucléaire, c'est très probablement simplement un artifice, une bonne excuse pour faire des sanctions et créer des problèmes avec ce pays. Effectivement, beaucoup de choses aussi sont sorties dans les médias mainstream. Nous aussi, on en avait parlé ici à l'échiquier international, à savoir l'implication du Mossad et de la CIA dans les mouvements sociaux de fin décembre en Iran. Il y a une vraie colère sociale, certes, ça il faut le dire, à cause de l'augmentation de la TVA de 10 à 12%, ce qui a mis les Bazaris iraniens en colère, les Bazaris qui sont une vraie puissance économique en Iran. Mais la CIA et le Mossad ont tout fait pour faire dériver la colère vers une guerre civile en livrant par exemple des armes et des drogues de synthèse. 100 policiers iraniens sont morts, des dispensaires de santé ont été brûlés. Tout ce qu'on est en train de dire là a été révélé par le New York Times la semaine dernière. Donc Olivier, l'Iran avait subi, semble-t-il, une vraie... ce qu'on appelle les révolutions de couleur. Oui, tout à fait. Enfin, d'ailleurs, pour rendre hommage, ça avait été révélé aussi par des médias israéliens dès la mi-janvier, ce qui avait d'ailleurs posé des petits problèmes de révéler ce genre d'opération secrète au grand public. On en a très peu parlé en Occident. Donc oui, il y a des tentatives de déstabiliser les pays, mais ça, c'est l'activité naturelle et quotidienne des États-Unis depuis des décennies. Hélas, là, ils se sont probablement attaqués à beaucoup plus gros que ce qu'ils pouvaient absorber. On a parlé aussi des relais, c'est officiel aussi, hein, en tout cas les médias le disent de plus en plus, les médias américains d'ailleurs. On a parlé des relais sionistes dans l'administration, au sein de l'administration américaine, reconnus comme tels. En tout cas, on parle de Witkoff et de Kushner qui ont milité en coulisses pour une attaque contre l'Iran, d'après le Guardian. Et Joe Kent, l'ancien directeur du Centre national de lutte contre le terrorisme des États-Unis, qui le révèle. Netanyahou aussi a bâti sa carrière pour mettre en place un plan de guerre contre l'Iran. L'ancien Premier ministre également, Naftali Bennett, a passé, lui, 10 ans à dire que l'Iran était une menace. Anthony Blinken, ces déclarations sont tombées cette semaine, hein. Anthony Blinken a dit que Obama avait, à son époque aussi, en tant que président, subi des pressions énormes pour s'engager contre l'Iran de manière au niveau militaire. Pourquoi Trump, selon vous, est le premier président à avoir cédé à cette pression de Netanyahou? Bon, on sait très bien que Primo, il est extrêmement proche hein, des Israéliens, je dirais qu'il soutient presque fanatiquement lui et son entourage. Et puis peut-être que c'est le premier président à pas écouter ses conseillers, hein. Donc c'est une caractéristique aussi, un vrai problème chez Donald Trump. On prend les décisions un peu au feeling, là, comme on le sent. Il y avait une déclaration dans ce sens, hein, qu'il avait le sentiment qu'il fallait attaquer. Oui, toutes ces personnes que vous venez de citer rêvent depuis 40 ans d'une guerre avec l'Iran. Bah voilà, écoutez, ça y est, c'est fait. Et puis maintenant, c'est bizarre. La guerre qui a été commandée semble pas du tout celle qui a été livrée, hein. Et ils sont maintenant en tout cas surtout au niveau des États-Unis, dans des ennuis assez dantesques, puisqu'on voit très mal comment ils pourraient en sortir, puisqu'il n'y a aucune négociation qui est en vue. C'est d'ailleurs pas du tout l'intérêt des Iraniens. Leur intérêt est de faire tirer ça le plus longtemps possible, le temps qu'ils supportent, et a priori ils ont l'air de supporter longtemps, et donc d'affaiblir l'économie mondiale pour, dans leur idée, j'imagine, retourner beaucoup de pays contre les États-Unis et Israël. Alors, dire que Trump a été entraîné vers la guerre par Netanyahou serait jugé antisémite, hein, selon le journal français Le Point. D'ailleurs, en ce moment même, sous le ciel hexagonal, on concocte une loi, la loi Yadan,
qui sera examinée d'ailleurs le 16 avril prochain à l'Assemblée française. Si cette loi est adoptée, certains slogans comme Free Palestine pourraient valoir jusqu'à 6 mois de prison. Nombreux juristes français, il faut le dire, alertent sur une atteinte grave à la liberté d'expression. Cette loi est soutenue par l'ensemble, en tout cas la plupart des partis politiques français, LR, PS, la Macronie, même le RN, hein, en tout cas supposé comme anciennement appelé RN en tout cas. Tout le monde est porteur politiquement de cette loi qui n'est rien d'autre, semble-t-il, vous me donnerez votre avis, c'est une loi contre la liberté d'expression finalement. Oui, tout à fait. C'est une atteinte de plus et vraiment gravissime à la liberté d'expression. Alors comme évidemment en plus ils n'ont même pas pu limiter le champ uniquement à Israël, du genre vous ne pouvez pas, genre, dans la loi ne dit pas on n'a pas le droit de dire par exemple qu'il faudrait la destruction de l'État d'Israël ou qu'il n'y ait plus l'État d'Israël ou qu'Israël fusionne avec la Palestine pour qu'il y ait un seul État. Ils ont fait ça pour l'ensemble des pays. Autrement dit, quand ce sera voté, on pourra même plus dire, par exemple, vive la Wallonie libre en Belgique, hein, parce que ce sera une atteinte à l'intégrité de la Belgique. On pourrait aller en prison pour ça. Alors j'en rigole, mais enfin, on est sur des niveaux qui sont complètement fous. De toute façon, on est en train d'atteindre l'acmé d'un mouvement très étonnant qui s'est développé petit à petit depuis une dizaine d'années sous forme d'un soutien complètement sidérant à l'État d'Israël, soi-disant pour pas être antisémite, alors que je dirais le traiter de cette façon-là ne fait que renforcer tous les antisémites de la planète, évidemment. Retour aux États-Unis, selon une enquête explosive du Time Magazine publiée le 2 avril, Suzy Wiles, c'est le Chief of Staff, qui est une des plus célèbres conseillères de Trump à la Maison-Blanche. Suzy Wiles est connue dans les couloirs politiques de Washington, c'est une femme discrète mais puissante, qui a beaucoup contribué d'ailleurs à la victoire de Trump aux dernières présidentielles. On dit que c'est la seule qui peut canaliser Donald Trump. Elle avait travaillé notamment pour Ronald Reagan et plusieurs autres personnalités du Parti républicain. Et d'après l'enquête du Times Magazine, elle serait inquiète sur le déroulé de la guerre. Elle aurait dit arrêtez de protéger le président de la réalité, soyez plus direct avec le boss. Donald Trump, selon elle, vivrait dans une bulle soigneusement entretenue avec un entourage qui filtre l'information sur la guerre en Iran, une bulle avec une galaxie d'adorateurs. C'est ce que dit au fond Suzy Wiles, qui est, comme on l'a dit, inquiète sur le déroulé de la guerre contre l'Iran. Oui, tout à fait, c'est assez probable. Après, il y a beaucoup d'experts qui sont penchés un peu sur le cas de Trump, qui a l'air quand même aussi beaucoup plus grave que ça, quoi. C'est quelqu'un qui d'ailleurs lui-même, hein, c'est sa façon de faire, c'est de créer des bulles, une espèce de monde imaginaire, de réalité alternative dans laquelle il met ses électeurs. Alors ça va être évidemment les États-Unis vont être les plus grands, les plus forts, je suis le meilleur président. Regardez, on va gagner la guerre, on a gagné la guerre, ça fait 12 fois qu'on gagne la guerre. Mais sauf qu'on ne la gagne pas. Alors évidemment, ce genre de processus est extrêmement problématique et extrêmement dangereux, puisque évidemment, plus le temps passe, plus on voit très bien qu'il n'y a pas la peine d'être un expert pour dire que c'est un fiasco monumental et que, évidemment, il y a assez peu de sorties possibles, en tout cas de sorties dignes. Évidemment, vous mettez un nouveau président, il sortirait vite de ce pétrin, mais en tout cas, le président qui lance la guerre, et il ne s'arrête pas au bout de 2 mois en disant pardon, j'ai fait la plus grosse bêtise de ma vie. Et donc, hélas, le plus probable risque d'être une escalade de ce conflit. Hier, Yoav Gallant, le criminel de guerre, d'après la CPI, sur une chaîne sioniste, a dit les États-Unis ont la capacité de faire ce qu'ils veulent en Iran, détruire l'industrie lourde, frapper le pétrole, les ponts, les sites de production, réduire Téhéran en cendres. Tout est faisable dans cette guerre, signé Yoav Gallant, le criminel de guerre. Pas de nuance, Olivier, pas de limite. Il parle le plus tranquillement du monde, sans trembler de raser une capitale de 15 millions d'habitants, à savoir Téhéran. C'est ce qu'ils appellent, eux, la défense d'Israël. On se souvient également de Netanyahou qui avait donné une interview lors des massacres à Gaza sur une chaîne française, LCI pour ne pas la nommer, en mai 2024, malgré le mandat d'arrêt international contre lui. Oui, bien sûr. Alors là, c'est aussi en tout cas, pour parler de lui, j'ai envie de dire, de toute façon, quand on fait des génocides, je ne vois pas pourquoi on va s'arrêter en si bon chemin. Donc, effectivement, le pire est possible avec ces personnes-là. Et sur la deuxième partie de votre axe, c'est vrai qu'il y a quelque chose de très particulier qui se passe, alors évidemment en France, hein, sur nos chaînes de télé, mais bon, plus largement en Occident, sur une défense assez
assez sidérante, je veux dire, qui a perdu toute forme de raison d'un État qui devient année après année de plus en plus voyou, puis criminel de guerre, puis criminel contre l'humanité, puis génocidaire, qui là, dans l'opération iranienne, a violé à peu près tous les traités, les lois internationales d'agression, d'exécution des dirigeants, par perfidie, assassinat des négociateurs, évidemment attaque des infrastructures civiles. Enfin, c'est sidérant et c'est un point qui est étrangement absent. Enfin, je veux dire, il n'y a pas ça à la télé. C'est pour ça qu'ils votent des lois pour interdire. Ce que je vous raconte là, vous ne l'entendez pas à la télé, même pas dans un débat un peu contradictoire. Voilà, le champ du possible pour critiquer Israël est vraiment très, très, très limité en France. Sinon, d'ailleurs, vous tapez des accusations d'antisémitisme vite fait, bien fait, alors qu'évidemment, tout ça n'a rien à voir avec les Juifs en général, mais tout avec un État israélien qui est pris d'une folie meurtrière et belliciste qui ne semble pas prêt de s'arrêter. On parle de droit, surtout de droit international, c'est-à-dire nos discussions sont axées sur le droit international, ce qui est permis de faire ou pas permis de faire, en tout cas ce qui est permis de faire pour certains qui n'est pas pour d'autres. C'est le deux poids deux mesures qui commence à être de plus en plus questionné, notamment avec le génocide à Gaza et encore plus avec la guerre en Iran. On a observé que l'Iran, avant chaque attaque, même avant la guerre, avait envoyé une missive au Conseil de sécurité en disant que si jamais ils subissaient des bombardements, ils attaqueraient les bases militaires américaines décimées au Moyen-Orient, ce qui a surpris notamment Trump et les Européens. Oui, donc, voilà, donc, ce qu'il dit avoir été surpris, mais évidemment, enfin, ouais, ça ne surprendra. Il y a que comment dire, les plus naïfs qui croiront les déclarations de Trump. De toute façon, vous savez, très concrètement, hein, Trump a dit deux points, ça vous écoutez plus, ça sert à rien, ça n'a aucun sens, ça n'a plus aucun pied avec la réalité, que ce soit des négociations, des ultimatums ou quoi que ce soit. Donc, effectivement, on est dans une dérive en tout cas, voilà, enfin, qui à ce stade-là m'inquiète. On est peut-être à quelques jours d'une explosion généralisée du Moyen-Orient parce qu'on ne peut pas arrêter ces personnes-là. On a présenté, notamment dans les médias français, la République islamique d'Iran comme étant un régime totalitaire, moyenâgeux. Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, avait dit que l'Iran était dirigé par des illuminés fous. L'entité sioniste, ce qu'on a observé en tout cas, l'entité sioniste a attaqué des infrastructures nucléaires, l'Iran a riposté. L'entité sioniste a attaqué des infrastructures pétrolières, l'Iran a riposté. L'entité sioniste a attaqué des écoles, des universités, des hôpitaux en Iran. Mais l'Iran n'a attaqué jusqu'à présent aucune école, aucune université, aucun hôpital. Ça rejoint ce qu'on disait à l'instant, c'est-à-dire que l'Iran, malgré la guerre, malgré des bombardements, malgré des sanctions internationales qui durent depuis 45 ans, mais a toujours eu un pied dans le droit international. On est obligé de le signaler, objectivement parlant. Oui, tout à fait, parce que quand la question précédente, d'ailleurs, vous me parliez de droit international, vous savez, c'est un sujet qui est quasiment absent, par exemple, des médias français. Moi, j'essaie juste de vous donner un témoignage aussi de ce qui se passe, en France et plus généralement, voilà, dans l'Occident américanisé. Ce n'est guère un sujet. Bon, de temps en temps, on va inviter quand même un spécialiste, mais qui va donner un temps de parole très faible. Le reste du temps, ce n'est plus du tout au centre des débats. Ces agressions sont totalement normalisées. Je veux dire, on peut penser ce qu'on veut du gouvernement iranien. Enfin, c'est pas une raison pour considérer qu'on a le droit d'agresser le pays. Enfin, en tout cas, c'est une violation de la Charte des Nations Unies. Enfin, en tout cas, c'est le fondement même des relations internationales. Ce truc-là, au prétexte qu'on n'aime pas le gouvernement iranien, il y a sans doute quelques bonnes raisons de ne pas forcément l'aimer, mais là, ça n'a rien à voir avec le respect des relations internationales. C'est un peu comme si vous voyez une femme qui se fait agresser, vous dites ouais, je ne vais pas l'aider parce que bon, c'est une femme, de toute façon, c'est une menteuse, une voleuse, donc peu importe si elle se fait agresser dans la rue. Bah non, de toute façon, vous défendez ce genre d'opération, non pas tant pour la qualité de la personne qui est agressée, mais pour votre propre qualité, je dirais déjà, pour commencer, d'être humain. Deuxièmement, pour des raisons, je dirais même de nos intérêts, parce que ce qui est en train de se passer va déstabiliser toute l'économie mondiale
et sans doute pendant plusieurs trimestres. On est vraiment qu'au début, à mon avis, des problèmes qui vont être très larges et qui vont dépasser largement l'énergie. Ça va être l'alimentation, ça va être les productions industrielles qui vont manquer. Donc, voilà, toutes ces raisons qui pourraient dire qu'il faudrait quand même arrêter cette guerre qui n'a aucun sens et qui est surtout, voilà, comme on dit, une violation totale des fondements du droit international. Bah, ça n'entre jamais en considération. Personne ne va dire, s'amuser à dire chez nous, voilà, quand même, j'en sais rien, moi, faudrait sanctionner les États-Unis ou Israël. Alors qu'évidemment, c'est ça qu'il faut faire et c'est ça qu'il faut faire aussi pour notre sécurité. Parce que là, tout ce que ça montre, c'est qu'il n'y a plus de droit international, en tout cas au niveau de l'Occident. Et ça a des conséquences de sécurité pour tout le monde. Parce que ça veut dire qu'un pays aujourd'hui se dit, bah, de toute façon, si je me fais agresser, qu'il ne se passe strictement rien sur la planète pour me défendre, bah, faut que j'ai des bombes atomiques. C'est la seule façon, mode Corée du Nord, d'être protégé. Olivier, vous faites beaucoup d'analyses, notamment sur l'économie, les économies en crise. Moi, je vous ai connu personnellement lors de la crise des subprimes en 2008. Vous m'avez beaucoup apporté pour la compréhension de cette crise dont les effets sont encore là. Aujourd'hui, le président de la Fed, Jerome Powell, qui a déclaré les prix de l'énergie en hausse due à une guerre USA-Iran mèneront à une inflation très élevée. C'est extrêmement mauvais pour les marchés. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à l'impact de cette guerre sur la bourse mondiale et sur les marchés? Oui, bah, enfin, les impacts vont être multiples à plein de niveaux. Alors, je parlais à l'instant des impacts déjà sur la vie du quotidien. Bah, il y a plus d'essence bientôt chez nous. Tiens, on va avoir du mal à faire fonctionner plein de matériels qui ont besoin de ressources du Moyen-Orient, etc., etc. Mais évidemment, tout ça va avoir aussi en bonus un côté financier qui, pour le moment, étrangement, ne s'est pas encore vu, parce que tout le monde fait semblant de croire aux déclarations et aux négociations imaginaires de Donald Trump. Mais ça, je pense que ça ne va plus durer très très longtemps, parce qu'évidemment, comme vous le signalez au début, bah, ce genre de mensonge, bon, la 15e fois, ça marche beaucoup moins bien que la première. Et donc, ce qui va se passer, bah, vous allez avoir déjà des problèmes, en effet, bon, de chute boursière, mais ça, je veux dire, c'est pas très grave, on parle qu'un marché secondaire d'action, mais par contre, vous allez avoir derrière des conséquences très fortes, rien que sur cet aspect-là, sur les banques, bon, c'est des collatéraux qui partent en fumée, vous allez avoir plein de bulles qui existent depuis longtemps qui peuvent s'écrouler, comme la bulle d'intelligence artificielle. Il y a une très grosse bulle aussi sur le crédit privé, autrement dit, les marchés financiers se sont mis aussi à prêter de l'argent à des entreprises, comme des banques. Mais sauf que, évidemment, si elles ont prêté de l'argent, c'est que les banques ne voulaient pas prêter à des entreprises qui n'étaient pas solides et donc ils se sont mis à la place des entreprises. Ça fait une grosse bulle. Et après ça, dès que les impayés, les faillites vont augmenter, ça va mettre le système à plat. On parle de l'inflation. L'inflation va avoir des effets sur les taux. Les taux d'intérêt devraient monter. Ces taux d'intérêt montent, ça veut dire qu'il va y avoir aussi des baisses des prix immobiliers en Occident, donc des cracks immobiliers. Donc, vous êtes face à une multiplication de problèmes et j'ai tendance à penser que le plus gros sera celui des bulles des États, des dettes publiques d'État. On a des dettes extrêmement fortes en France, aux États-Unis, dans plein de pays qui nécessitent d'emprunter beaucoup, beaucoup d'argent pour faire rouler ça. Alors, une partie de l'argent, il vient d'Asie, il vient des pays du Golfe qui, je pense, vont pas rester encore très longtemps dans ces zones fortement frappées par l'inflation. Et vous risquez d'avoir évidemment des taux d'intérêt de plus en plus élevés à payer par les États qui vont rendre extrêmement Parce que, difficile le fait de boucler les budgets. Parce qu'avec cette guerre en Iran, on parle beaucoup de l'énergie. Le Brent est à 108 dollars dû à l'augmentation du quota de production de pétrole des pays de l'OPEP, plus de 206 000 barils jour pour le mois d'avril. Mais il n'y a pas que le pétrole ou le GNL, il y a aussi l'hélium dont dépendent par exemple les appareils de l'IRM. Pour leur refroidissement avec l'hélium liquide. Il y a aussi les puces électroniques. Il pourrait y avoir aussi une possible crise sur les engrais, l'aluminium, l'ammoniac. Donc on voit, ça touche pas mal de secteurs, cette guerre en Iran. Oui, tout à fait. On n'est pas à l'abri, à mon avis, des très mauvaises surprises qui vont se multiplier dans les mois qui viennent, puisqu'on a fait un monde, je dirais, globalisé, mondialisation de toute l'industrie, avec des pressions néolibérales aussi, avoir des stocks quasiment à zéro. Ça, c'est un gros truc. Est-ce que ça immobilise de l'argent, de mettre de l'argent dans des stocks? Bah oui, mais ça, le problème, c'est que ça marche très bien pendant plusieurs décennies. Il y a juste un truc qu'il ne faut pas faire quand on est dans un monde mondialisé comme on est, c'est d'avoir une guerre qui va impacter beaucoup d'acteurs. C'est exactement ce que Israël et les États-Unis ont déclenché.
Et donc oui, bah, on va voir que au bas flux, tiens, quand on parlait de pétrole, j'avais pas bien compris que ça allait peut-être mettre en panne dans 6 mois des appareils d'imagerie IRM à Paris, quoi, parce que c'est refroidi de l'hélium liquide et qu'il va manquer l'hélium liquide. Alors pareil pour les puces d'intelligence artificielle chez Nvidia qui vont avoir des gros problèmes. Alors c'est que ça n'a pas fait lien tout de suite entre le détroit d'Ormuz et ça. Ben si, il y en a, et ça, on va s'apercevoir qu'il y a ça sur énormément de chaînes de production. Et je rappelle que voilà, pour avoir, je sais pas, une voiture, il va y avoir une petite pièce à 50 balles dans la voiture qui est juste indispensable, qui va plus être disponible, et la voiture va pouvoir sortir. Voilà, c'est ça qu'on a créé sans aucun souci de souveraineté et de prudence élémentaire. Merci beaucoup, Olivier Berruyer. On arrive à la fin de notre échange. Vous êtes auteur, analyste en économie et géopolitique. Merci, c'était un vrai plaisir d'avoir pu échanger avec vous. Et je vous dis à bientôt. Merci. L'échiquier international est fini pour aujourd'hui. Je vous laisse avec la suite des programmes sur A24 News et vous dis à demain.